Bien. Eh bien, nous allons reprendre le fil de notre mission. Nous poursuivons donc les travaux de notre mission d'information sur le développement d'une filière de biocarburants, carburants synthétiques durables, hydrogène vert, par une audition conjointe de la Commission de régulation de l'énergie, de RTE et de Enedis. Je salue ici M. Yvan Faucheux, commissaire, membre du collège de la Commission de régulation de l'énergie, M. Jean-Philippe Bonnet, directeur adjoint du pôle stratégie, prospective et évaluation de RTE, qui est accompagné de M. Philippe Pilves, directeur des relations institutionnelles de RTE, et M. Dominique Lagarde, directeur de la stratégie d'Enedis. Je rappelle que cette réunion elle est captée et diffusée en direct sur le site internet du Sénat, sur lequel elle pourra ensuite être consultée en vidéo à la demande. Messieurs, notre mission d'information comprend des membres issus des différentes commissions du Sénat et qui représentent l'ensemble des groupes politiques de notre Assemblée. Le développement des filières de biocarburants, carburants synthétiques durables et hydrogène vert sera l'un des éléments importants de la décarbonation des transports et donc l'une des voies pour atteindre les objectifs ambitieux que s'est assigné l'Union européenne au travers du pacte vert et du paquet ajustement à l'objectif 55. Or, l'un des enjeux très nets qui ressort de nos précédentes auditions, c'est la question de la capacité de notre pays à produire suffisamment d'électricité pour accompagner la production nationale d'hydrogène ou de carburant de synthèse, mais aussi à lever certains freins au raccordement de grands projets industriels au réseau électrique. Nous avons également été alertés à plusieurs reprises dans cette perspective sur la question des conflits d'usage et sur la répartition des différents vecteurs énergétiques entre les secteurs économiques, notamment entre la décarbonation de l'industrie et la décarbonation des transports. Il est important donc d'avoir votre vision de ces enjeux. Notre rapporteur, M. Vincent Capo-Canellas, qui est à l'origine de notre mission, que je tiens à vous présenter et à vous faire accepter ses excuses, car il a été appelé en urgence sur ses fonctions d'élu local, vous a adressé un questionnaire qui peut servir de guide, mais après tout, vous intervenez comme vous souhaitez faire votre introduction. J'essaierai, mais je ne serai pas tout seul, de vous poser des questions en l'absence du rapporteur, qui est très fort pour relancer d'ailleurs, avec mes collègues. Et puis, bien évidemment, sur les questions qui vous ont été transmises par Vincent Capo-Canellas, vous pourrez nous les transmettre ultérieurement par écrit et c'est avec plaisir qu'on en prendra connaissance. Je propose de céder en premier lieu la parole à M. Yvan Faucheux, commissaire, membre de la commission de régulation de l'énergie. Monsieur Faucheux, je vous cède la parole. Monsieur le Président, je la prends avec grand plaisir et vous remercie pour cette audition. Alors, la Commission de régulation de l'énergie, la première question, c'est que fait donc la Commission de régulation de l'énergie dans l'hydrogène et dans les biocarburants de synthèse? Nous avons à la Commission de régulation de l'énergie un exercice qui s'appelle un exercice de prospective, alors qui n'est pas strictement attaché aux fonctions de régulateur. Un régulateur, pour le dire un peu brutalement, c'est celui qui fait appliquer les règles d'un jeu une fois qu'elles sont définies. Force est de constater que dans le domaine de l'hydrogène et des biocarburants de synthèse, elles ne sont pas encore totalement définies, ce qui ne nous empêche pas d'essayer d'anticiper un petit peu quels sont les principaux enjeux qui vont émerger de ce secteur et leur impact potentiel sur la régulation. Donc, au sein du comité de prospective, on a eu deux rapports récents. Alors, je dis récent. Le premier date de 2021 et il était sur le vecteur hydrogène, donc ça tombe plutôt bien. Et le deuxième est tout récent puisqu'il date d'avril 2023. Il était plutôt que sur la question de la ressource biomasse, qui est effectivement une des questions que vous avez soulevées. Y aura-t-il suffisamment de biomasse pour tout le monde ?
Si je dois résumer à très grands traits les deux rapports, je vais commencer par le rapport sur l'hydrogène. L'hydrogène pour la décarbonation de l'industrie, et notamment quand la molécule hydrogène est utilisée comme molécule chimique de base, ne connaît pas beaucoup d'alternatives. C'est-à-dire que si on met de côté, notamment dans la sidérurgie, des technologies autres, la molécule hydrogène, si elle n'est pas décarbonée, on ne sait plus comment faire tourner un certain nombre de process industriels. Donc, on a classé les usages de l'hydrogène en se disant, est-ce qu'il y avait notamment des alternatives décarbonées plus abordables ou plus ou moins abordables, c'est-à-dire est-ce qu'il y avait une concurrence en termes de décarbonation pour un certain nombre d'activités industrielles, enfin pour le plus grand nombre des activités industrielles. L'hydrogène décarboné, et je reviendrai un petit peu sur le sujet parce que vous avez utilisé le mot vert, qui ne veut pas dire décarboné, et comme vous le savez, je crois qu'il doit y avoir à peu près une quinzaine de couleurs de l'hydrogène aujourd'hui. L'hydrogène décarboné est une solution qui ne saurait trouver d'alternative aujourd'hui viable, au moins économiquement viable, technologiquement prouvée ou économiquement viable. Ce qui fait quand même que le coût de la tonne de CO2 évité pour avoir de l'hydrogène décarboné et dans les conditions des prix de l'énergie, des prix de l'électricité en 2021, il fallait un coût de la tonne de CO2 évité entre 100 et 150 euros par tonne pour arriver à justifier l'investissement dans la décarbonation de ces process industriels. Dans les transports, la question est plus complexe de par l'existence d'un certain nombre d'alternatives décarbonées, notamment le véhicule électrique pour le véhicule particulier, pour le train, l'électrification des lignes ou la batterie électrochimique, et pour le transport lourd, les bus et les véhicules utilitaires, la batterie électrochimique, le bio-GNV, etc., etc. Ce qui fait que dans ce secteur-là, des transports, la vision était que l'hydrogène est en concurrence avec un certain nombre d'autres vecteurs énergétiques décarbonés. Et je cite notamment le bio-GNV, puisque le biogaz ne sert pas uniquement à chauffer, mais il peut aussi servir à être un carburant en substitution de carburant standard. Là, l'affaire se corse, si vous me permettez l'expression, puisqu'on monte à des coûts de la tonne de CO2 évité qui sont plutôt de l'ordre de 400 à 450 euros la tonne de CO2 évité, pour arriver à avoir des modèles économiques, y compris dans les transports, bus, poids lourds, véhicules utilitaires. Ce qui veut dire que l'hydrogène, dans ce secteur-là, et c'est un secteur qui consomme énormément de ressources, puisque fondamentalement, quand même, les hydrocarbures utilisés dans le domaine des véhicules lourds, c'est 25% du pétrole qui est utilisé pour le carburant. C'est très peu de véhicules, enfin c'est très peu de véhicules. Pour ceux qui font l'autoroute A6 le dimanche soir, parfois on peut trouver que c'est beaucoup de véhicules. Néanmoins, c'est très peu de véhicules, mais c'est une grosse consommation. Et donc là-dessus, l'hydrogène ne se positionnera qu'en concurrence et en avantage compétitif par rapport à d'autres solutions décarbonées. Et enfin, on a regardé également l'hydrogène pour un certain nombre d'applications pour pouvoir stocker de l'électricité quand l'électricité n'est pas chère, déstocker, donc c'est ce qu'on appelle le power to gas to power ou le power to gas. Et là, au cas d'espèce de la France, il est très difficile de trouver un modèle économique, c'est-à-dire que les seuls modèles économiques sont dans des secteurs où il y a très peu d'alternatives. Et typiquement, en Guyane, récemment, un projet solaire plus stockage électrochimique plus hydrogène dans une zone totalement, quasiment totalement non interconnectée, a du sens. Le stockage électrochimique permettant de faire la variation jour-nuit, voire hebdomadaire, et l'hydrogène permettant d'absorber les variations sur des plus longues durées. Donc ça, c'est le premier rapport. Le deuxième rapport qui a été fait était sur la ressource biomasse. Il est beaucoup plus... Si vous le lisez, vous allez être très frustré parce que, en fait, il n'affecte pas la ressource biomasse. Tout ce qu'il constate, c'est qu'il y a dans la ressource biomasse aujourd'hui 3 grands vecteurs d'utilisation. Il y a évidemment le vecteur agroalimentaire, qui est un gros consommateur de biomasse. Il y a également le vecteur du bois utilisé pour faire de la construction ou pour faire des tables, par exemple. Et puis, il y a le vecteur énergétique. Et il y a 2 façons de regarder la biomasse. La première façon de regarder la biomasse, c'est sa capacité à se renouveler, c'est-à-dire sa capacité à s'insérer dans un écosystème vivant où il faut laisser suffisamment de biomasse retourner à la Terre,
en capter ce qu'il faut, mais pas trop, et s'adapter à un changement climatique qui, aujourd'hui, va conduire certaines espèces à fortement dépérir, notamment sur la ressource bois. Et par ailleurs, la biomasse est un puits carbone qui s'est effondré, puisqu'on est passé de mémoire de 50 millions de tonnes par an de puits carbone à quelques 20 et des poussières de captation par la forêt. Et donc, la question de savoir si, en fonction du fait que la biomasse est une biomasse à cycle court ou à cycle long. Cycle long, c'est la forêt. Cycle court, c'est plutôt l'agriculture. Puis vous avez des cycles intermédiaires. Et qu'elle est utilisée elle-même dans des applications qui sont à cycle long ou à cycle court par rapport à l'enjeu de décarbonation et à la nécessité de freiner très rapidement le stock de CO2 anthropique dans l'atmosphère, on n'a pas du tout la même façon de voir l'utilisation de la biomasse. Donc ça, c'était un peu les grands sujets. Je vais également insister sur un élément sur lequel, pour le coup, la CRE s'est plus ou moins prononcée. Alors la CRE ne se prononce jamais de façon totalement assertive, elle pose toujours des questions. Mais souvent, quand on regarde derrière la question, on a la réponse. Il y a beaucoup de débats aujourd'hui sur est-ce que l'hydrogène doit être décarboné ou est-ce qu'il doit être vert, c'est-à-dire produit avec des sources renouvelables ou produit avec des sources décarbonées. Nous, notre constat, c'est que c'est un débat, alors certes très intéressant. Néanmoins, il y a beaucoup d'outils qui permettent de pousser les énergies renouvelables par ailleurs, et que donc utiliser un outil de soutien à l'hydrogène pour soutenir le déploiement d'une autre filière ne s'impose pas économiquement. C'est une question qui est ouverte. Après tout, un bon outil public a toujours du mal à gérer plusieurs objectifs à la fois. Et là, se dire qu'avec le même outil de soutien à l'hydrogène, on peut avoir de la décarbonation, pardon, pas de la décarbonation, du soutien aux énergies renouvelables et de l'hydrogène décarboné, il nous paraît quand même plus sain d'avoir un outil de soutien public à la décarbonation. Et quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis avec l'IRA, l'Inflation Reduction Act, puisque le mot IRA avait une autre signification il y a quand même quelques années, la table de réduction d'impôts qui est liée à l'usage ou au projet d'hydrogène est uniquement liée au contenu carbone de cet hydrogène. Puisque, je ne sais pas si vous avez la table exactement en tête, mais en quantité comme en taux, il y a 5 ou 6 différents types d'hydrogène, et ce qui discrimine l'hydrogène, c'est uniquement son contenu carbone. Donc on observe, que c'est un débat qui est très européen, et que par ailleurs, d'autres États vont sur des outils beaucoup plus simples de soutien à l'hydrogène décarboné. Je vais finir, parce que sinon je vais être trop long, puis ça me permettra de poser aussi un certain nombre de questions. Qu'on soit sur des carburants de synthèse au sens biocarburant de deuxième génération ou de l'hydrogène décarboné, on est sur un vecteur de stockage. Tout à l'heure, ce que j'ai raconté sur l'existence de technologies alternatives, comme vous avez pu le noter, et en mettant le bio-GNV à part, puisque lui peut être issu de la méthanation, ou de la méthanisation, qui sont deux technologies. Alors la méthanation qui est plus une technologie de stockage, encore que, mais la méthanisation, c'est clairement une technologie qui utilise la valeur énergétique de la plante ou de déchets ou de steppes pour ensuite refaire un autre vecteur énergétique, qui est le CH4, grâce à l'aide des petites bactéries qu'on trouve soit dans le système digestif de la vache, soit dans les fosses septiques. Mais donc, ça veut dire que c'est quand même une technologie qui date d'il y a très très longtemps. Quand on regarde les carburants de synthèse et l'hydrogène décarboné, ce sont effectivement 2 vecteurs de stockage. Ces vecteurs de stockage nécessitent d'avoir accès à une énergie décarbonée. Aujourd'hui, des énergies décarbonées, à part des énergies électriques, il existe relativement peu de vecteurs décarbonés autres que les énergies électriques. Et quand elles existent, leur utilisation dans un système électrique n'est pas forcément le système le plus efficace. C'est-à-dire que quand on dispose de biogaz, est-il plus intelligent de le brûler dans une chaudière qui permet de chauffer, ou faut-il l'envoyer dans une centrale à gaz qui, par ailleurs, a 50% de rendement? Donc, quand on est face à une rareté de la ressource, et notamment de la ressource énergétique, l'enjeu du rendement s'impose d'emblée. Si on est face à des outils de stockage, bien évidemment, il faut avoir de l'énergie décarbonée, ce qui nous renvoie à un débat qui, je pense, ne fait que commencer sur la capacité à atteindre
allez, soyons fous, 700 à 750 TWh, mais je laisserai immédiatement la parole à RTE qui connaît les chiffres par cœur de production d'électricité en France, et aussi les questions de raccordement. Si on se dit l'industrie, comme je l'ai évoqué au début, l'industrie est un investissement sans regret pour la production d'hydrogène décarboné. Je laisserai les transports un peu de côté, le débat est beaucoup plus compliqué. Cette industrie se concentre dans quelques bassins industriels. C'est-à-dire que 50% des plus gros sites industriels fait grosso modo 50% des émissions de CO2, et par ailleurs se concentre dans une dizaine de bassins, alors parfois 11, parfois 9, ça dépend des jours. Effectivement, il y a un enjeu qui est d'apporter énormément d'électricité sur quelques bassins industriels. Ce qui est surtout un enjeu pour RTE, puisque ce sont souvent des lignes de très haute tension. Ça, c'est la première partie des gros industriels. Et par ailleurs, il y a un tissu industriel qui est, lui, beaucoup plus diffus et qui peut avoir besoin d'hydrogène décarboné. Et là-dessus, je pense qu'on aura un déploiement ou une des questions en deux étapes. Une question d'abord pour un réseau de transport, c'est-à-dire que la première difficulté va se trouver par rapport au réseau de transport. Gérer la décarbonation de l'hydrogène sur un certain nombre de bassins industriels, mais qui seront d'abord sur des lignes de transport. Et ensuite, comment en découler pour le réseau de distribution. Voilà, c'était l'objet de ma introduction. J'espère ne pas vous avoir saoulé. Mais en tout cas, effectivement, que ce soit sous l'angle production, distribution, transport et, j'allais rajouter, impact environnemental de tout ceci, puisqu'une ligne de transport n'est pas sans impact environnemental, effectivement, nous sommes face à un objet multifacette qui n'est pas tout à fait facile à appréhender. Merci. Alors, ni saoulé ni endormi. Deux questions. Est-ce que vous avez parlé de l'IRA, mais avec la nouvelle appellation, pouvez-vous préciser votre analyse concernant l'IRA américain et sa simplicité et quelles conclusions tirez-vous pour l'Europe? Et puis, la hausse actuelle des prix de l'énergie constitue-t-elle un frein ou une opportunité pour le développement de filières françaises dans l'hydrogène vert, les carburants synthétiques durables et les biocarburants? Et le pourquoi, si ça constitue dans un sens ou dans un autre. Merci. Ok, alors la première question est sur l'IRA. Donc l'IRA, effectivement, alors je vous ai dit une bêtise, il n'y a que 4 catégories, puisque ça va de 0 à 0,45 et ensuite de 5 à 4 kg de CO2 par kilo d'hydrogène décarboné. C'est un choix qui a été fait par le gouvernement américain d'utiliser plutôt un outil fiscal. Il a un avantage, sa simplicité, sa lisibilité. Et mon commentaire était qu'il était basé sur le contenu CO2 et pas sur d'autres vertus de l'hydrogène. Donc ça fait partie de la simplicité. En revanche, effectivement, là, je sors un peu du rôle de la CRE. Il a un désavantage, c'est que comme tout outil fiscal, sa pilotabilité en cas de bulle n'est pas tout à fait évidente. Alors je disais que je sors un peu du rôle de la CRE, mais pas tant que ça. Il n'y a pas longtemps, nous avons eu à instruire les clauses de sauvegarde dans la bulle PV. Vous savez, les tarifs 2006-2010 qui avaient à un moment explosé. C'est-à-dire qu'un outil public qui, à un moment, n'a pas un garde-fou budgétaire quelque part, autant les États-Unis ont une facilité à utiliser des outils budgétaires qui n'ont pas forcément des garde-fous, parce qu'ils ont par ailleurs d'autres garde-fous et d'autres modalités de financement de leur dette. Autant pour l'Europe et notamment pour la France, la question de savoir si cet outil a une pilotabilité budgétaire est importante. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, issus des ordonnances, les outils que met en place la France sont plutôt des outils à forte pilotabilité budgétaire. Mon point étant pas forcément de se prononcer sur la pilotabilité budgétaire ou pas, mon point était plutôt de dire que quand on regarde ce que font les États-Unis, et indépendamment de ce point de pilotabilité budgétaire, le critère de base, c'est le contenu CO2 de l'hydrogène, et pas forcément d'autres vertus embarquées de l'hydrogène. Voilà, ça c'était la première question, et je vais m'excuser, la deuxième question qui m'est passée. Votre deuxième question. Oui, par rapport à la hausse... La hausse des prix, voilà, ça y est, je reprends. Ouais.
Alors, la hausse du prix de l'énergie. Alors, on avait, dans le cadre du comité de prospective, regardé, essayé de faire un petit peu des abacs en fonction de l'augmentation du prix de l'électricité, quel impact cela pouvait avoir sur le coût de l'hydrogène décarboné. L'hydrogène décarboné ayant un rendement qui n'est pas exceptionnel, toute hausse du prix de l'électricité, et notamment quand on est en concurrence avec des solutions plutôt électriques, donc stockage électrochimique, évidemment ne sont pas bonnes pour elle. L'accès pour l'hydrogène décarboné à une électricité décarbonée pas trop chère, alors je dis pas trop chère, c'est-à-dire plutôt dans les prix de marché, c'est-à-dire qui lui permet de se comparer à ses concurrents, mais surtout qu'il ne soit pas source, qu'il ne soit pas soumis à une très forte volatilité, et d'autant plus important pour l'hydrogène, qui a besoin d'un fonctionnement relativement stable et relativement en base, par rapport à ces alternatives électriques, notamment stockage, qui lui est beaucoup plus résilient à des stop and go ou à des capacités à s'adapter ou à capter les opportunités de prix bas de l'énergie ou de prix élevé de l'électricité. Donc nous, notre analyse, c'est qu'il est difficile pour l'hydrogène décarboné de vivre dans un monde dans lequel l'accès à l'électricité décarbonée soit significativement supérieur à 60 € le mégawattheure, compte tenu des perspectives technologiques et compte tenu des perspectives de rendement des électrolyseurs, et qu'en tout cas, la volatilité pour le modèle économique de la production d'hydrogène décarboné est un élément qui est, je ne dis pas de premier ordre, c'est-à-dire que si on vit dans un monde dans lequel le chiffre que je vous ai annoncé est un chiffre qui est à peu près correct, dans ce cas-là, il faut que la volatilité reste extrêmement mesurée pour s'adapter au fait que l'hydrogène décarboné, l'électrolyseur étant quand même un gros capex à amortir, et que donc l'utilisation annuelle de l'électrolyseur est un facteur important du coût, et que s'il est utilisé entre 8000 et 7000 heures par an, ce n'est pas très grave, mais si on descend à des taux d'utilisation de l'ordre de 2000 à 2500 heures par an, c'est-à-dire branché directement sur un champ photovoltaïque de bonne qualité avec un bon ensoleillement, le capex, l'amortissement du capex de l'électrolyseur prend le pas sur le coût de l'électricité et rend l'hydrogène décarboné extrêmement peu abordable. Enfin, en tout cas, on n'est plus dans les ordres de grandeur que je vous avais cités, les 100 € par tonne. C'est dans l'hypothèse d'un électrolyseur qui fonctionne 6000 heures par an. Et on avait pris à l'époque 45 € par mégawattheure, ce qui prouve qu'il y a des fois où la prospective est un exercice d'une très grande difficulté. Merci. Je vois que Gérard... on va faire comme ça. Non, Bon. Alors, je vais maintenant passer la parole à Monsieur Jean-Philippe Bonnet. Je reprécise, directeur adjoint du pôle stratégie, perspective et évaluation de RTE. Monsieur Bonnet, vous avez... je vous cède la parole pour une quinzaine de minutes, voire plus. Merci beaucoup. Je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Donc, vous connaissez RTE, plusieurs rôles qui sont exercés, un rôle de gestionnaire d'une infrastructure vitale et qui est concerné par le transport d'électricité pour l'hydrogène, j'y reviendrai. Un rôle d'équilibre du système électrique en temps réel, à moyen terme, voire à long terme. Et puis une activité de prospective aussi en lien avec ce rôle d'équilibrage du système électrique pour essayer de cerner ce que sera notre futur énergétique, un futur le plus décarboné possible. Et avec une des questions qui se pose, qui a émergé sur la scène énergétique depuis quelques années, qui est celle de la place de l'hydrogène. Donc l'hydrogène peut être dévolu à de très nombreux rôles qui ont été évoqués par M. Faucheux, je n'y reviendrai pas. Mais ils ont un point commun, c'est que pour produire de l'hydrogène décarboné, aujourd'hui, tout le monde mise beaucoup sur l'électricité, l'électrolyse. Et donc, il va y avoir besoin de produire cette électricité et de l'acheminer vers les électrolyseurs. Alors, une des questions, c'est combien d'électricité tout ça va représenter. Seule chose qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il est très difficile de bâtir sur des chiffres solides, fiables, parce qu'on est vraiment à un point d'inflexion, de démarrage d'une filière. La rapidité de ce décollage, jusqu'où tout ça va s'envoler avant peut-être de se stabiliser,
Ce sont des questions encore très ouvertes. RTE a produit 2 rapports qui se sont intéressés à l'hydrogène, principalement. Un rapport en 2019 qui était centré sur l'hydrogène. Le rapport de 2021 sur les futurs énergétiques, qui embrassait très largement la question de la décarbonation du système énergétique, mais qui laissait aussi une belle place aux questions autour de l'hydrogène. Et puis, en ce moment, nous avons des travaux sur le bilan prévisionnel de l'offre et de la demande d'électricité à l'horizon 2030-2035, où les questions autour de l'hydrogène sont aussi assez prégnantes. Si je reviens rapidement sur la vision qu'on a pu avoir par le passé, sur notre rapport 2019 et même sur les futurs énergétiques de 2021, nous étions dans un discours qui visait déjà à battre en brèche l'idée que l'hydrogène aurait d'abord pour rôle de stocker l'électricité excédentaire pour la restituer au moment où on en avait besoin. En tout cas, c'est un rôle qui, à court terme, nous semblait plutôt secondaire. Et ce que nous disions dans le rapport 2019, c'est que la priorité, c'était d'abord d'utiliser l'hydrogène pour remplacer l'hydrogène actuellement utilisé dans l'industrie, et puis éventuellement jouer un rôle aussi dans la décarbonation de la mobilité lourde. Ce discours-là, il a été réaffirmé en 2021 avec ces deux notions. Et on a des scénarios qui fluctuent avec des visions à l'horizon 2050 de soit 50 TWh d'électricité pour l'hydrogène dans les hypothèses basses, avec là un rôle surtout centré sur l'industrie existante, assez peu sur la mobilité et sur le stockage. Et ça pouvait monter jusqu'à 150 TWh dans le scénario qu'on appelait hydrogène plus, où là, l'utilisation de l'hydrogène pour la mobilité devenait même prépondérant sur l'utilisation dans des industries historiques, pétrochimie ou sidérurgie. Donc une fourchette quand même très large, et une fourchette qui reste aussi très large à l'horizon 2030-2035, puisque dans les travaux sur le bilan prévisionnel, on est sur un éventail à l'horizon 2030-2035 qui est entre 11 et 34 TWh, vous voyez, de 1 à 3 à l'horizon 2030, et entre 16 et 68 TWh à l'horizon 2035. Je vous transmettrai ces chiffres-là. Retenez simplement que c'est à la fois beaucoup d'électricité, ça pourrait représenter 10-15% de la consommation d'électricité française, mais avec des très fortes incertitudes vues d'aujourd'hui. Alors, ensuite, on pourrait se dire, bon, mais si on veut arriver dès 2030, dès 2035 à ces niveaux-là, ça doit se voir, il devrait y avoir des projets lancés, il doit y avoir des demandes de raccordement au réseau, et effectivement, c'est le cas. Donc, deuxième casquette de RTE, notre casquette de gestion d'infrastructure, nous avons reçu au cours des 18 derniers mois, 2 dernières années, mais ça s'est vraiment emballé dans l'année qui vient de s'écouler, énormément de demandes de raccordement au réseau de transport à haute et très haute tension pour des électrolyseurs de forte puissance, sur des puissances de 150, 200, 600, 700 mégawatts. Ce sont des puissances pour lesquelles, aujourd'hui, il n'existe pas d'électrolyseurs de ce niveau-là dans le monde. Ce sont des choses qui... alors, l'électrolyse est modulable, donc il existe des électrolyseurs de plus petite puissance et il suffit de les aligner pour arriver à des puissances très importantes. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas. Quand on fait le cumul de toutes les demandes que nous avons reçues, on arrive à 12 gigawatts de puissance. On arrive à 12 gigawatts de puissance. 12 gigawatts, on n'est pas loin de la puissance totale appelée par l'industrie en France. On est sur une douzaine de réacteurs nucléaires. On est sur des chiffres quand même très importants. Pour donner un ordre de comparaison, la stratégie française établie par le gouvernement vise un objectif de 6,5 gigawatts à l'horizon 2030. Donc les projets développés par des opérateurs très divers, vous avez des opérateurs historiques qui ont des filiales qui travaillent sur ces projets d'hydrogène, mais on a vu émerger aussi des nouveaux acteurs qui se sont lancés dans ce secteur-là pour développer des projets. Donc, en résumé, beaucoup de projets, de grandes incertitudes pour savoir à quel rythme ces projets vont réellement émerger, parce qu'on a beaucoup de projets en phase d'instruction, de démarrage, mais très peu de décisions réelles d'investissement. Tous ces acteurs se positionnent
et c'est de capter le foncier, c'est de capter la capacité disponible sur le réseau. Donc il y a un jeu concurrentiel assez fort. Mais chacun se regarde aussi pour savoir qui va réellement démarrer le premier. Donc beaucoup d'incertitudes sur quand est-ce que ça va réellement décoller, jusqu'où ça va monter. La seule certitude qu'on a, et c'est ce qu'évoquait M. Faucheux, c'est où est-ce que ça va se passer d'abord. C'est-à-dire ça va se passer d'abord dans les grandes zones industrielles et dans les grandes zones industrielles-portuaires, où il y a la conjonction aujourd'hui de foncier disponible pour l'industrie, d'un certain nombre d'infrastructures qui sont favorables, et puis de clients potentiels qui sont des industries existantes souhaitant recourir à l'hydrogène pour décarboner leurs process. Donc dans ce cadre-là, RTE a engagé d'ores et déjà un certain nombre d'investissements pour renforcer la capacité d'alimentation d'électricité de 4 premières grandes zones industrielles, qui sont la zone de Dunkerque, la zone du Havre, Port-Jérôme, dans l'estuaire de la Seine, la zone de Fos-sur-Mer et la vallée de la Chimie, au sud de Lyon, qui sont des zones où se concentrent réellement les demandes de raccordement de nouveaux électrolyseurs, et où ces demandes en fait se cumulent avec aussi des projets de décarbonation directe de l'industrie, de passage à des fours électriques par exemple, et à des gigafactories, l'actualité s'en fait l'écho, de production de batteries ou de production de panneaux solaires, qui veulent aussi s'installer sur ces grandes zones. Donc ce sont des secteurs où on n'a pas de doute sur le fait qu'il va y avoir besoin d'électricité dans les années à venir. Et RTE investit, on a lancé un programme de 1,5 milliard à 2 milliards d'euros d'investissement pour développer progressivement la capacité d'acheminer de l'électricité vers ces zones industrielles. Donc ça pose des questions sur lesquelles on pourra revenir, effectivement, de simplification, d'accélération. Votre Assemblée a voté un certain nombre de mesures dans la loi d'accélération des énergies renouvelables qui nous seront très utiles pour à la fois mutualiser le coût de ces investissements entre RTE et donc la collectivité, mais aussi de faire payer une partie aux industriels qui vont en bénéficier. Ça va nous permettre d'accélérer un certain nombre de procédures et ça doit nous permettre aussi de rationaliser l'allocation de la capacité, c'est-à-dire de donner à l'État des leviers pour mettre un peu d'ordre dans cette concurrence effrénée qui aujourd'hui pourrait vraiment bloquer la machine si on n'y prend pas garde. Donc tout ça pour dire que la dynamique, elle est engagée. Et donc la question que vous posiez en introduction, c'est aurons-nous assez d'électricité pour satisfaire toute cette nouvelle demande? Donc c'est la question sur laquelle beaucoup de monde travaille, sur laquelle RTE travaille avec une perspective de publication de premiers résultats à l'automne prochain, en septembre prochain, sur le bilan prévisionnel. Donc je n'ai pas de scoop à vous donner, mais vraisemblablement, on saura le faire en énergie, c'est-à-dire en quantité de mégawattheures produits sur l'année, si on poursuit dans la logique de jouer sur tous les leviers à notre disposition, c'est-à-dire continuer à mobiliser l'efficacité énergétique dans tous les secteurs où c'est possible pour réduire les besoins, profiter des progrès techniques, continuer à mobiliser des leviers de sobriété pour que nos besoins énergétiques soient strictement proportionnés aux usages et peut-être faire évoluer certains modes de vie. À cet horizon 2030-2035, il n'y aura pas de nouveau nucléaire, donc il faut pouvoir mobiliser, optimiser la disponibilité du parc existant. Et puis enfin, évidemment, accélérer, continuer à développer la production d'énergie renouvelable qui est décarbonée, qui pourra alimenter cette électrolyse. Pour conclure, je terminerai sur la question de l'autre équilibre qui est très important aux yeux de RTE, qui est celui de l'équilibre en puissance. On a tendance à dire, il y a cet équilibre en énergie, en nombre de mégawattheures produits sur l'année, mais quand bien même on aurait assez de mégawattheures produits sur une année par rapport à l'ensemble des besoins à satisfaire, encore faut-il qu'à chaque instant, à chaque heure de l'été, de l'hiver, du jour, de la nuit, on puisse satisfaire les besoins. Et là, ça renvoie effectivement à la question de mais ces électrolyseurs, comment vont-ils fonctionner? Vont-ils fonctionner de manière quasi permanente? Il y a effectivement cette question d'amortissement des CAPEX qui est importante. Ou vont-ils avoir une certaine capacité de flexibilité, une capacité à s'effacer pour laisser la place peut-être à d'autres besoins plus prioritaires à certains moments de l'année? Pour être très concret, aujourd'hui, quand on regarde les statistiques publiées en temps réel par RTE, la France exporte plus de 10 gigawatts d'électricité. Donc nous aurions aujourd'hui 10 gigawatts disponibles, essentiellement décarbonés, pour alimenter l'électrolyse.
Bon, vous m'auriez posé la même question le 12 décembre dernier, j'aurais dit alimenter ne serait-ce que 3, 4, 5 gigawatts d'électrolyseurs. S'ils avaient le bon goût de s'arrêter pendant une semaine, ça nous arrangerait bien. Donc cette question de flexibilité, elle est extrêmement importante. RTE a mené un certain nombre d'analyses, alors on pourra en reparler. Je crois qu'il faut affiner par rapport à ce qu'a dit M. Faucheux. La durée optimale de fonctionnement, elle est effectivement très dépendante de l'exposition de l'électrolyseur au prix de marché. Donc ce qu'on dit, c'est que oui, pour que la filière se développe, il faut probablement immuniser en partie la production d'hydrogène décarboné de la volatilité des prix de marché, mais il ne faut pas l'immuniser totalement parce que sinon on aura des comportements qui seront très coûteux pour la collectivité. Il faut que lorsqu'il y a des pics de prix qui traduisent une tension sur le système électrique, ces électrolyseurs soient incités à s'effacer et dans des proportions qui fassent que l'équilibre économique global reste efficace. Voilà, donc tout ça soulève encore d'autres questions, parce que quand on dit flexibilité des électrolyseurs, sur le plan technique, un appareil d'électrolyse, une installation d'électrolyse, elle est capable de moduler sa puissance. On pense que c'est ce que les constructeurs nous disent, en tout cas, on sait faire. La question, c'est que cet électrolyseur s'inscrit dans une chaîne de consommation de l'hydrogène qui, elle, peut avoir du mal à s'interrompre. Alors, quand on pense à la production de biocarburants ou de carburants de synthèse, on se dit, à ce moment-là, on peut sans doute interrompre, stocker le carburant et arrêter une semaine. C'est peut-être pas dramatique, quoique. Enfin, on sait bien que les flux liés au carburant peuvent être aussi extrêmement cruciaux. Donc, c'est tout l'ensemble du système hydrogène qu'il faut penser dès le départ comme étant flexible pour qu'il puisse s'insérer harmonieusement et à un coût maîtrisé dans le système électrique qui a besoin de cette flexibilité. Merci. Alors, dans votre présentation, vous avez parlé que vous aviez une demande de 12 gigawatts nouvelle, en quelque sorte. Donc la question, mais vous avez bien dit tout à l'heure qu'on en avait 10 de disponibles, mais est-ce qu'on est en capacité de les produire ? Et dans cette demande, est-ce qu'il n'y a pas des projets qui vont tomber d'eux-mêmes ? Et s'il n'y a pas de projet qui tombe de même, comment on régule, on organise une régulation de tous ces projets? Oui, effectivement, le chiffre est impressionnant. Nous avons la conviction qu'un certain nombre de projets ne vont pas aboutir. C'est-à-dire qu'il y a, d'une part, un certain nombre d'acteurs, c'est le premier point évident, un certain nombre d'acteurs nous ont fait des demandes aux quatre coins de la France afin de repérer les lieux où ils pourraient se raccorder au moindre coût, sans contrainte. Donc, on voit déjà très clairement qu'il y a du surplus. Dans un certain nombre de zones industrielles, nous avons aussi des interrogations, avec le sentiment que plusieurs projets visent en fait la même demande d'hydrogène. On sait pertinemment que certains acteurs industriels ont émis publiquement l'idée qu'ils pourraient recourir à l'hydrogène et ont incité à ce que la concurrence se développe en se disant plus il y aura d'acteurs, mieux je serai à même de choisir le meilleur cheval pour fournir mon hydrogène. Donc il y a cette concurrence qui joue. La question est comment est-ce que tout ça sera régulé, organisé. Alors, je crois que c'est en construction. Probablement que la Commission de la régulation de l'énergie aura un rôle à jouer. Aujourd'hui, c'est probablement la manière dont les aides et le soutien public sera octroyé par l'État qui va être un élément assez déterminant de cette régulation. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on voudrait éviter que ce soit la capacité du réseau qui soit cet élément de régulation. Le réseau doit permettre d'alimenter des volumes importants et on sait bien que c'est quelque chose qui va se développer dans la durée. Donc, ce sont des investissements qui font sens de toute façon à long terme. Voilà, donc, il faut trouver d'autres manières de réguler que par la rareté du réseau. Merci. Il y a d'autres questions, mais je vais passer la parole à Dominique Lagarde, directeur de la stratégie Enedis. Monsieur Lagarde, 15 minutes, mais s'il vous faut plus, du moment qu'on a la lumière. Merci. La lumière arrive par le réseau de distribution électrique public.
Donc Enedis, c'est justement une des entreprises, mais donc la principale en France, qui exerce ce service public de distribution de l'électricité à 95% du territoire de la métropole. Nous avons un modèle d'activité, pour mémoire, qui est à la fois national et local. Vous le savez, nous ne sommes pas propriétaires des réseaux, donc nous sommes en régime de concession, avec 365 contrats de concession sur le territoire sur lequel nous opérons. Et donc, au titre de ces contrats, nous avons, territoire par territoire, une prévision de nos investissements et un échange avec les concédants sur ce sujet-là, notamment. Et puis, notre modèle d'activité, il est aussi national, puisque, d'abord, le tarif d'utilisation du réseau, il est fixé au plan national. Il est péréqué, c'est-à-dire que c'est le même prix d'accès au réseau, quel que soit l'endroit où on se situe sur le territoire. Il est fixé par la Commission de régulation de l'énergie. Merci à vous. Et il nous permet de couvrir les coûts qui sont les coûts des opérations et des coûts liés aux investissements d'Enedis. Les missions qu'exerce Enedis sont définies sur le Code de l'énergie, à l'article L322.8 que vous connaissez autant que moi. Et il vise cette mission, elle est assurée avec un certain nombre de résultats attendus, et notamment la disponibilité de l'acheminement de l'électricité pour l'ensemble des consommateurs. C'est un point clé. Vous avez en tête que le temps de coupure sur l'année, c'est en moyenne 1 heure. Ça veut dire que le réseau assure une distribution de 99,99% du temps. Donc c'est un paramètre dit comme ça qui est très important. Et c'est aussi important pour les électrolyseurs notamment. Vous l'avez entendu, la disponibilité du courant électrique pour que toutes les machines fonctionnent est un point qui n'est pas seulement un point de logistique, c'est aussi un point économique absolument clé pour le développement et des activités concernées. Peut-être encore un mot de présentation d'Enedis avant de donner quelques éléments de positionnement généraux. En chiffres, c'est 36 500 salariés, Enedis, donc c'est une grosse équipe qui est répartie sur l'ensemble des territoires. Et en termes d'investissement, c'est 4,4 milliards d'euros en 2022. Donc c'est aussi un enjeu qui est considérable pour l'économie des territoires. C'est des investissements qui portent sur le patrimoine, donc le réseau. C'est des investissements qui portent sur la croissance du réseau, c'est-à-dire justement les usages dont on parle et qui demandent de l'électricité. Et puis c'est aussi des investissements, il faut le signaler aussi, en matière de systèmes d'information qui sont une des clés de voûte de fonctionnement de l'ensemble. J'insiste là-dessus parce que la transition énergétique et les thèmes que vous abordez, la biogaz, les biocarburants, l'hydrogène, nécessitent tous de l'électricité. Et donc, les installations sont connectées soit sur le réseau de transport, soit sur le réseau de distribution, et les deux doivent donc acheminer cette électricité. Au moment où on se parle, on peut retenir que la consommation française, elle est soutirée sur le réseau de distribution à hauteur des 3/4. Et puis, en matière d'industrie, puisque c'est un thème qui est quand même aussi lié au thème du jour, la consommation du secteur industriel français est pour moitié soutirée sur le réseau de distribution. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, à juste titre, pour des enjeux de décarbonation, on parle des gros sites. Et donc, Jean-Philippe vient d'en parler, Yvan aussi. Et c'est un point clé que ces gros sites arrivent à basculer. Mais en fait, les petits sites vont aussi, petit à petit, se décarboner. Voilà, donc c'est important que nous, on s'intéresse à ces enjeux de décarbonation de l'industrie pour les petits sites. Mais aussi sur les gros sites, souvent, il y a des auxiliaires, soit des auxiliaires industriels, soit des auxiliaires de vie, qui sont connectés sur le réseau de distribution. Donc dans les enjeux qu'on discute parfois ensemble et à différents endroits, ici même aussi sur les préparations de lois, y compris pour la loi sur l'industrie verte, c'est important que l'ensemble des réseaux soient embarqués pour qu'en effet, quand les industriels font les investissements pour se décarboner, qu'ils n'aient pas de problème de logistique, entre guillemets, c'est-à-dire que les réseaux soient aussi là pour soutenir les besoins en électricité. Bon, voilà pour mémoire sur ce que fait Enedis et où on en est aujourd'hui. Alors, sur le thème du jour, quel est le positionnement général ? D'abord, nous, on n'est pas producteur d'électricité, on n'est pas non plus, on n'a pas des process industriels autres que ceux de l'électricité. Donc, pour Enedis, il n'y a pas chaque source décarbonée à sa place dans l'avenir énergétique. Il n'y a pas on adhère aux diverses études qui sont faites. On a contribué au futur énergétique 2050 du RTE pour les aspects de distribution.
Et donc, nous, voilà, on adhère aux études et on n'a pas de parti pris pour ou contre telle ou telle énergie décarbonée. Il y en aura pour tout le monde. Le besoin est tel qu'il n'y a pas de raison que Enedis dise il faut l'électricité, 100% électricité, etc., etc. On a largement dépassé tous ces enjeux-là. Et d'ailleurs, dans chacun des territoires, et vous les connaissez dans vos propres territoires, il y a une combinaison, il y a des atouts chez les uns, chez les autres, qui font que l'équilibre local sera un petit peu différent de l'un à l'autre dans une vision nationale qui fait l'objet de la loi de programmation énergétique et climat. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est que les usages finaux, ça a été dit par mes camarades du jour, là, les usages finaux, ils sont complémentaires. Les carburants synthétiques, on les imagine bien pour l'aérien, pour le maritime. L'hydrogène, donc pour l'industrie, et dans une moindre mesure, et j'entends qu'il y a un certain nombre de nuances sur la question des transports lourds. On voit bien que les transports lourds, ça va se répartir sur beaucoup de choses. Et donc, c'est important aussi dans les politiques publiques que les priorités qui sont reflétées un peu par celle-là, en tout cas la complémentarité, soit bien prise en compte dans les divers moyens de soutenir ou pas le développement de ces nouveaux usages de l'électricité ou de ces nouveaux biocarburants. Le troisième point, c'est qu'il y a un temps industriel qui est nécessaire au développement de ces activités-là. Ce n'est pas qu'une question de régulation, ce n'est pas qu'une question de soutien public. Il y a quand même un temps de maturité, à la fois sur les process, et je pense que moi je ne suis pas un spécialiste d'électrolyseurs, mais ceux qui le sont peuvent témoigner d'un temps de mise au point, d'un temps de perfectionnement, des performances, tout simplement, pour que ça rende les choses plus faciles. Donc il y a bien un temps de l'innovation technologique, tout ne se fait pas en un jour, et puis il y a un temps de modèle d'activité, c'est-à-dire de performance économique. Donc Yvan Faucheux en a donné un certain nombre d'éléments, c'est des choses que vous regardez plus que nous à la Creux, mais c'est important de partager ça, parce qu'évidemment, il y a des moments où on parle beaucoup de l'hydrogène ou beaucoup des biocarburants, mais après, il faut quand même que les projets arrivent, qu'on les connecte, et puis qu'ils trouvent leur vie économique. Donc, voilà, pour nous, c'est un point important, parce que ça veut dire que, par exemple, l'hydrogène, nous, on le voit arriver, c'est pas tous les jours qu'on connecte un électrolyseur, alors que c'est tous les jours qu'on connecte un panneau solaire. C'est tous les jours. Donc, il y aura une différence, il y a une pression, on va dire, sur les réseaux qui n'est pas la même suivant les différentes technologies. Le quatrième point, c'est que tous ces systèmes-là nécessitent de l'électricité. Voilà. C'est-à-dire petitement ou pas. Bon, l'hydrogène, on a vu, c'est un gros consommateur d'électricité. Pour produire une tonne d'hydrogène, il faut 52 mégawattheures. Enfin bon, là, donc après, on peut multiplier le nombre de tonnes et puis le nombre de mégawattheures. Vous avez cité les chiffres en puissance globaux. Enfin, c'est des gros chiffres. L'hydrogène, c'est pas neutre. Bien sûr, pour des biocarburants, il y a moins besoin d'électricité. Le biocarburant, par construction, il se fait à partir de l'énergie du matériel de base, de la biomatériel, on va dire. Et donc, il y a besoin d'électricité simplement pour alimenter les communs. Donc, c'est différent. C'est pas aussi lourd. Par contre, ça fait une connexion sur le réseau de distribution à chaque fois. Le cinquième point, c'est que nous, on a pour mission de raccorder les différentes installations et de le faire avec une égalité de traitement pour l'ensemble des demandeurs. On n'a pas de rôle à dire on va prioriser plutôt les panneaux solaires, et puis ensuite plutôt l'hydrogène, et puis ensuite plutôt les supermarchés, et puis ensuite plutôt les résidentiels, et puis plutôt... Non. On a un système de file d'attente, et on est surveillé d'ailleurs pour faire en sorte qu'on ne soit pas tenté de raccorder plus l'un que l'autre. Voilà. Donc 5 points clés qui me paraissent certes des généralités, mais qui sont bonnes à partager et qui montrent que Enedis apporte, bien sûr, ce qu'il a apporté en matière de réseau électrique, mais ne vient pas prendre parti sur le développement de telle ou telle mission. Un mot maintenant pour finir sur ce qui est raccordé au réseau aujourd'hui. Ce qui est raccordé au réseau aujourd'hui, c'est en matière de transition énergétique, principalement des panneaux solaires, des installations de production éolienne terrestre, et puis, dans une beaucoup moindre mesure, d'autres systèmes de production décarbonés, l'hydraulique, la bioénergie, la cogénération. Donc, pour donner des chiffres, on a
14 gigawatts de photovoltaïque connectés au réseau de distribution à fin 2022, 17 gigawatts d'éolien et 1,2 gigawatts de bioénergie. C'est juste pour fixer les idées sur ce qu'on a aujourd'hui en connexion sur le réseau. Et la croissance, quand on se projette, donc on fait aussi un travail de projection. Donc on le combine avec RTE quand on est sur des visions nationales, mais on fait un travail de projection au niveau des territoires, puisque le réseau de distribution, par construction, il est implanté dans chacun de vos territoires. Et donc on fait une analyse locale pour bien anticiper ce qui peut se passer. Et c'est vrai qu'on priorise en ce moment les gros volumes. Et donc quand on se projette à 10 ans, à 20 ans, voire à 30 ans, aujourd'hui ce qui domine, c'est la production décarbonée, solaire, éolienne, et puis en termes d'usage électrique, les enjeux de véhicules électriques et donc de points de charge, et aussi les enjeux de pompes à chaleur. Voilà ce qui domine, on va dire, dans les investissements qui sont aujourd'hui constitués, ou en tout cas anticipés par Enedis. Vous avez peut-être en tête le chiffre qui est notre prévision d'investissement à 2040 de 96 milliards d'euros 2021. Et ça, c'est une couverture des investissements qu'on anticipe à partir de la PPE d'aujourd'hui. Et donc, bien sûr, on est à l'affût de ce qui sera adopté, ce que vous voterez sur la prochaine loi de programmation de l'énergie et du climat, et donc ensuite la PPE qui viendra, parce qu'il y a des paramètres qui vont augmenter et d'autres qui vont peut-être, en tout cas, être différents, évoluer. Et donc, on a besoin, nous, d'anticiper ces choses-là. Donc, pour nous, sur la période qui vient des 15 prochaines années, la dynamique et l'effort de raccordement, et du coup, toute l'amélioration de la performance qu'Enedis peut apporter dans ce domaine-là, elle est tirée par l'éolien, par le PV, et ce sera évidemment utile le jour où prendront plus de place l'hydrogène, le biocarburant et les carburants de synthèse, et même d'ailleurs la capture du CO2, etc. Parce qu'en fait, dans toutes les technologies de décarbonation, il y a beaucoup de choses qui vont éclore. Donc voilà, je pense que dans les 10-15 prochaines années, la dominante qui fait que Enedis raccorde, investit et du coup améliore ses performances, c'est porté par la production décarbonée et les usages d'électricité, et que du coup, on sera d'une certaine manière au rendez-vous pour raccorder un certain nombre d'installations de carburants de synthèse et autres nouvelles technologies qui permettront d'avoir une décarbonation complète de notre activité. Voilà ce que je voulais vous dire pour introduire les échanges. Merci. Trois questions, mais il y en a une, vous l'avez abordée. Quand on s'est rendu à Marseille et qu'on a écouté la volonté du port de Marseille de vouloir faire en sorte que l'ensemble des bateaux à quai ne fonctionnent plus sur leur moteur, mais sur l'électricité, le chiffre qui nous a été donné, c'était 5 gigawattheures, si ma mémoire est bonne, enfin qui me paraissait énorme, mais se pose derrière le problème des raccordements. Et donc, une première question, c'est comment accélérer les raccordements. Qui dit développement de nouveaux raccordements, ça nécessite aussi d'évaluer les investissements nécessaires. Donc, si j'ai bien compris, vous avez parlé de 96 milliards, je n'ai pas entendu l'année. D'euros 2021. Voilà. Et puis jusqu'à 2040. 2040. Et est-ce que le réseau, tout compte fait, s'adapte facilement à la montée en puissance qui va être liée aux voitures électriques? Je pense notamment sur les voies autoroutières. Et comme hier, il y a eu de grands retours, et demain, il y aura à nouveau de grands départs, au même moment, il y aura des effets de pointe. Comment ces effets de pointe peuvent être pris en charge sur la nécessité de ravitailler au même moment les voitures? Parce que si les poids lourds sont aussi sur batterie, je ne sais pas trop mon domaine, l'électricité, si vous voulez, mais il me semble que ça va nécessiter un certain nombre de quantités et forcément des problèmes de raccordement. Voilà mes 3 petites questions. Oui, on est en plein dans l'actualité, puisque on raccorde à tour de bras, et que pour tenir un rythme
qui va de record en record. Hein. On a connecté 3,8 gigawatts de production donc photovoltaïque et éolienne terrestre cette année, en 2022, pardon, et 3,8 également en 2021. Et en 2022, on a 3 fois plus de raccordements pour le même montant. Donc la pression sur les raccordements, elle est vigoureuse. Les attentes sont extrêmement fortes en termes de délai de raccordement. Donc qu'est-ce qu'on fait pour accélérer les raccordements ? On fait plusieurs choses. Il y a un enjeu de productivité interne, c'est-à-dire d'améliorer notre mode de travail. Et donc on a un objectif de division par 2 des délais de raccordement qu'on avait fixés en début 2020 pour une atteinte de résultat en fin 2022. Et donc le résultat, il est atteint, à l'exception de la famille des raccordements de photovoltaïque. Où là, on a réduit de 33%, mais on n'a pas divisé par 2. Donc c'est une première volet, c'est la productivité de nos équipes, de nos process, etc. Le deuxième volet, c'est ce que vous avez pu voter vous-même dans la loi d'accélération des ENR, c'est les enjeux de permitting, de process administratifs qui ne dépendent pas que d'Enedis, qui sont en lien avec les administrations locales ou nationales. Et ça, c'est aussi une aide à faire en sorte que les délais globalement diminuent. Ensuite, on a un troisième volet qui est justement la flexibilité. C'est la discussion avec le demandeur en lui disant, écoutez, vous demandez telle puissance, et ça nécessite des travaux qui sont importants, de longue durée, etc. Mais par contre, si vous demandez un peu moins de puissance, ou plus exactement, si vous acceptez d'être écrêté à certains moments, quelques heures dans l'année, alors vous pouvez avoir un raccordement plus rapidement. Donc c'est une discussion qu'on a quasiment systématiquement avec l'ensemble des producteurs. Et c'est bien efficace puisque ça permet en effet de trouver des solutions qui réduisent les délais et les coûts des raccordements. Et puis enfin, c'est pas une idée d'accélération, mais c'est quand même une idée d'anticipation, le partage qu'on a avec RTE d'ailleurs, sur la logique qu'évoquait Jean-Philippe Bonnet, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse comme investissement sur certaines zones, là où on est sûr de ne pas avoir de regrets, entre guillemets, pour pouvoir décider des investissements, quasiment presque en amont même de disposer des projets correspondants. Voilà, donc cette mécanique-là, elle est en cours de travail et je pense qu'elle est prometteuse. Jean-Philippe l'a mentionné pour les sites industriels, mais évidemment, ce n'est pas limité aux sites industriels. Après, sur le port de Marseille et sur la Pointe, est-ce qu'on aura possibilité de tenir tout ça ? Aujourd'hui, c'est vrai. Aujourd'hui, on tient ces pointes. Les pointes sont non négligeables. Sur les postes sources, il y a des pointes à 20 mégawatts en l'espace d'une demi-heure. Enfin, c'est des choses qui sont assez rapides et donc qui sollicitent le réseau. Donc aujourd'hui même, le réseau tient un certain nombre de rampes ou d'appels de puissance assez rapides. Donc on est évidemment confiant sur les appels de puissance qu'on pourrait voir au niveau local dans les situations qu'on va trouver, donc les bornes de recharge sur autoroute, etc. Donc de ce point de vue-là, on est plutôt confiant. Il n'y a pas de frein de technologie. Il n'y a pas des choses à inventer pour tenir toutes ces rampes de consommation fortes en matière d'électricité. Par contre, c'est vrai qu'il y a un besoin d'anticipation, ne serait-ce que pour équiper et ensuite pour mettre au point les logiques de flexibilité qui peuvent être plus ou moins sophistiquées. Si on prend les recharges de bornes de voitures électriques, non pas sur autoroute, mais dans des zones comme des centres commerciaux ou dans des parkings d'immeubles ou dans des recharges à domicile, c'est sûr que vous avez un premier niveau d'optimisation qui consiste à placer votre charge là où ça vous coûte le moins cher. Et si ça vous coûte le moins cher, c'est qu'il y a une demande d'électricité qui est modeste. Et donc, vous allez la mettre naturellement là, ne serait-ce que pour gérer votre facture. Si vous n'êtes pas trop intéressé par votre facture, peut-être que vous allez être intéressé par un contrat un peu astucieux qu'un acteur du marché va vous proposer pour dire finalement, vous, vu votre profil, vu que dans votre maison, vous n'avez pas seulement un véhicule, mais que vous avez aussi autre chose, on peut travailler ensemble et trouver un contrat qui est adapté. Et dans ce cas-là, d'ailleurs, moi, je m'occuperai de piloter moi-même, votre fournisseur va piloter lui-même la consommation et finalement la maîtrise de votre puissance appelée sur le réseau. Donc il y a un certain nombre de choses qui vont se développer et qui nous donnent plutôt confiance dans le fait que ces pointes vont passer.
Et puis après, voilà, la pointe ultime, est-ce que voilà, le 20 décembre, quand tout le monde, en tout cas ceux qui peuvent, prennent l'autoroute et se retrouvent avec une succession de voitures électriques à la pointe, je ne sais pas si peut-être qu'un jour ou deux, il y aura quand même quelques consignes de type bison futé, hein, sur le thème. Voilà, on donnera futé, on connaît. Une mission supplémentaire à bison futé. Une mission supplémentaire à bison futé, les éco-watts et les signaux pour dire attention, là vous avez quand même un petit risque de faire 2 heures d'attente, comme d'ailleurs ça peut arriver dans des véhicules non électriques aujourd'hui. Voilà. Monsieur Yvan Faucheux. Oui, je vais rajouter 2 éléments dans le débat, alors qu'ils vont pas, j'espère qu'ils vont pas trop embrouiller. On a beaucoup parlé de CO2. Avoir aussi en tête que la mobilité hydrogène, c'est une mobilité qui adresse aussi les enjeux de pollution locale. Un certain nombre d'alternatives au transport que j'ai citées, notamment le biogaz, ne résolvent pas, ne permettent pas de faire un zéro émission. Et donc, surtout si vous regardez la mobilité hydrogène, dans les zones à faible émission ou dans les zones qui présentent des congestions très particulières en termes de pollution locale, je pense au NOx, au PM, aux particules fines, etc., l'hydrogène devient une solution qui valorise un élément important qui est qu'effectivement, c'est une solution zéro émission et avec un impact CO2 très minime, souvent, puisque c'est des petits trajets, des petites distances, mais avec un impact local extrêmement fort, et notamment pour les représentants des collectivités territoriales. L'enjeu territorial de l'hydrogène, parfois, peut être un enjeu qui regarde aussi les questions de pollution atmosphérique. Sujet qui n'est pas souvent dans la table, qui n'est pas souvent abordé. Lorsqu'il y avait eu des travaux sur le train hydrogène, justement, ça avait été particulièrement mis en avant de façon assez paradoxale pour des trains qui rentrent dans des cœurs de ville. Alors des trains qui rentrent dans des cœurs de ville, souvent la zone est électrifiée, pas forcément toujours. Il y a des diesels qui à une époque chauffaient du côté de la gare du Nord. Et donc effectivement on a cet élément à avoir en tête. Le deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui il y a une course effrénée à ce que les réseaux de transport d'hydrogène soient régulés. C'est la question de l'anticipation des investissements qui m'y fait penser. Mon caveat, le caveat de la Creuse, c'est qu'attention, réguler une activité, c'est finalement faire passer un risque d'investissement de l'opérateur vers le consommateur. Quand on régule un investissement, quand on régule un opérateur, on fait confiance dans l'excellente qualité du régulateur pour ne faire que des investissements économiquement intéressants. Mais au-delà de ça, le mécanisme profond, c'est que le consommateur, in fine, se retrouve quelque part dépositaire du risque d'investissement. Et donc, beaucoup d'expériences aujourd'hui sont faites. Je pense notamment, donc c'est l'article 28 de la loi d'accélération des ENR que vous avez voté récemment, qui permet de réarranger les files d'attente, qui fondamentalement dit quelque part, en contrepartie de ce réarrangement des files d'attente et de l'exclusion ou de la dépriorisation d'un certain nombre de porteurs de projets, j'accepte fondamentalement que tout ceci rentre dans la régulation et donc quelque part que le risque final d'un investissement échoué soit bien sur le consommateur, et un consommateur au sens large du terme. Autant je dirais là, sur des sujets sans regret, on n'a pas de regret, puisque c'est une tautologie. Autant sur des infrastructures sur lesquelles on a encore énormément d'interrogations, c'est-à-dire notamment les infrastructures qui vont peut-être un jour relier ces grandes zones de production et de consommation d'hydrogène, voire même des infrastructures encore plus larges qui vont aller encore plus loin pour aller chercher l'hydrogène aux vertus décarbonées, voire vertes, très très loin. Il faut avoir en tête que la demande de régulation qui est fortement poussée par la Commission européenne et par un certain nombre d'États membres, elle a quand même comme conséquence de retomber quelque part dans la facture du consommateur. Et là-dessus, la CRE est extrêmement prudente. Elle est prudente d'une part parce que augmenter la facture du consommateur, c'est jamais un geste tout à fait naturel. Et puis elle est surtout prudente parce que le modèle économique d'un certain nombre de projets d'hydrogène, notamment s'il faut faire des électrolyseurs qui s'échangent de l'hydrogène entre Dunkerque et Marseille, je ne sais pas quel est le modèle économique sous-jacent. Et donc, commencer à faire porter le risque d'investissement sur un modèle économique qu'on ne connaît pas à un consommateur dont on sait que lui, il n'aura pas le choix, c'est une équation sur laquelle il est toujours très compliqué de s'engager avec un degré d'assurance
en l'absence, ce que je disais tout à l'heure, de tout business plan, de tout modèle économique à stabiliser sur ces applications-là. Voilà, c'était les deux caveats que je voulais faire, un plutôt pour l'hydrogène et puis un plutôt contre l'hydrogène. Vous remarquerez, pour une fois, la creux est mesurée. Merci. Je me retourne vers mes collègues. Pas de questions. Simplement, puisque vous faites de la prospective, dans vos travaux, quelle est la place des biocarburants et au niveau de l'usage de l'hydrogène, est-ce qu'il y a une hiérarchisation qui est pensée ou pas? Voilà. Alors, quelle est la place des biocarburants? Nous, on voit les biocarburants essentiellement par l'utilisation de l'électricité pour faire des biocarburants. Donc, effectivement, on est plutôt sur des ordres de grandeur qui restent très limités. Je crois que j'ai 11 TWh en tête, donc ça reste quand même extrêmement limité au final. Difficile de se prononcer. C'est-à-dire, est-ce que les biocarburants, est-ce que les carburants de synthèse seront limités au transport aérien ou pas? Ça, je préfère faire un déclinatoire de compétences. Et après, sur les usages de l'hydrogène, oui, très clairement, on a une priorisation sur les sites industriels et les usages industriels non substituables ou non susceptibles d'avoir une concurrence. Ensuite, transport lourd pour lequel l'hydrogène devient une alternative par rapport au stockage électrochimique compte tenu soit de l'autonomie, soit des temps de recharge, soit de contraintes logistiques liées au transport collectif ou à des transports qui doivent tourner de façon très très régulière, puisque l'hydrogène a également cet autre avantage de pouvoir être rechargé très rapidement, contrairement à la batterie électrochimique qui présente encore des difficultés en termes de temps de recharge. Et puis, comme l'avait rappelé M. Bonnet, l'utilisation de l'hydrogène pour équilibrer le réseau ou pour utiliser de l'énergie pas chère ou pour faire des passerelles temporelles de stockage entre l'été et l'hiver. C'est un usage qui n'est pas forcément exclu, mais en tout cas qui n'appelle pas aujourd'hui d'action régulatoire à court et moyen terme. Oui, merci. Peut-être sur ce sujet, simplement rappeler pour que ce soit bien compris, dans les questions d'accès au réseau, c'est-à-dire de réservation de capacité pour pouvoir être alimenté, aujourd'hui, il n'y a pas dans le cadre de réglementation ou de régulation de possibilité d'organiser une priorité. La règle qui prévaut, c'est premier arrivé, premier servi. Ce sont des règles qui datent de l'ouverture à la concurrence du marché, qui avait vocation à ouvrir largement, ne pas avoir de priorité pour les acteurs déjà installés, et qui ont fonctionné dans un contexte où, depuis 20 ans, on avait quand même une certaine stabilité de la consommation, voire une décroissance, et assez peu de nouvelles implantations. Aujourd'hui, le texte que vous avez voté donne des premiers outils à l'État, mais après consultation de la Commission de régulation de l'énergie, pour pouvoir éventuellement, dans certains cas très précis, réorganiser cette priorité. Parce que ce qu'on constate de plus en plus, c'est qu'il y a concurrence pour l'accès à la capacité du réseau de différents usages. Dans le cas que vous citiez du port de Marseille, l'alimentation des navires à quai, il y a aujourd'hui clairement une concurrence qui s'exerce soit chez RTE, mais aussi chez Enedis, entre cet usage-là et puis des besoins des data centers, par exemple, qui sont nombreux à vouloir s'installer sur Marseille. Qui doit réguler tout ça, arbitrer tout ça? Ce qui est souhaitable, c'est qu'à terme, il y a cette capacité pour tout le monde, mais il y a une problématique dans le temps, il faut quand même investir, il faut créer ces ouvrages. Et donc, qui est le premier arrivé? Qui doit attendre un peu son tour? C'est aussi une question qui se pose pour l'hydrogène. Et c'est bien l'objet des dispositions de pouvoir permettre aux autorités compétentes et après mûre réflexion de pouvoir organiser cet ordre d'arrivée. Je vous en prie. Oui, j'en rajouterais juste rapidement que l'article 27 de la loi d'accélération des énergies renouvelables ne vise pas que l'hydrogène. Il vise aussi tous les projets d'efficacité énergétique, de décarbonation. Alors, il y a un mot qui va être très compliqué à factualiser, qui sont de décarbonation significative. Tout est dans le significatif, évidemment. Mais effectivement, cette concurrence n'est pas, et Jean-Philippe Bonnet l'avait rappelé, dans les 12 gigawatts de demande qui arrivent sur les 10 sites prioritaires, oui, 3/4 doivent être de l'hydrogène, 1/4 ne sont pas de l'hydrogène, 1/4 sont d'autres technologies. Plus 3, voilà.
Voilà, donc effectivement, y compris, même si l'hydrogène peut ne pas avoir d'alternative pour la décarbonation d'un certain nombre de process, en revanche, quand on regarde localement les bassins industriels, l'hydrogène se retrouve pour le coup en concurrence avec d'autres projets de décarbonation et d'efficacité énergétique. Monsieur Lagarde. Peut-être qu'on peut dire, derrière tout ce qu'on dit là, il y a donc une bonne nouvelle qui est la croissance des infrastructures dont on a besoin. Et je présente comme une bonne nouvelle parce que ça veut quand même dire des investissements, donc du travail, et donc des ressources humaines, et donc un développement finalement de compétences, et donc des emplois. Et je le dis parce que, évidemment, si au moment où on se parle, on dit on a besoin de tout d'un coup 10 000 personnes dans la filière, ça va être compliqué. Mais si on sait qu'on en a pour 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, alors on a une vraie perspective qui s'ouvre, qui est vraie pour l'ensemble des lieux de formation, que ce soit des reconversions, que ce soit des lycées, des bacs pro, etc. Donc, voilà, enfin, je le dis parce que c'est un des sujets qu'on prend à bras-le-corps avec une école des réseaux électriques qui vise, avec l'ensemble de la filière des réseaux électriques, à faire en sorte qu'on recense les besoins dans la durée et surtout qu'on y mette des dispositions pour y répondre. Et aujourd'hui, juste pour fixer les idées, il y a 8600 personnes qui sont formées à l'électricité à partir de Bac Pro ou de BTS. Et en fait, ces gens-là alimentent l'ensemble des activités électriques aujourd'hui du pays. Et ben, les besoins de la filière réseau électrique, c'est-à-dire des entreprises de travaux qui bossent pour nous ou nous-mêmes, représentent ce montant-là. Donc en fait, on serait... si on laisse les choses telles quelles, on finirait par ne pas avoir assez de moyens humains, le nous étant très collectif, puisque c'est l'ensemble des entreprises. Donc ça, c'est un vrai challenge, mais c'est un truc qui est un challenge, on va dire, humain, positif, qui entraîne l'ensemble du pays, parce que tous les responsables, vous le savez comme moi, les responsables des lycées, c'est pas les mêmes que les responsables du collège, c'est pas les mêmes, etc. Et donc tout ce monde-là doit travailler ensemble là-dessus. Donc peut-être, je ne sais pas si c'est une note de conclusion, mais en tout cas, c'était un point que je voulais partager avec vous, parce qu'il est d'une nature un tout petit peu différente. Bien, bah, écoutez, c'est bien d'avoir des vues, comment dirais-je, optimistes. En même temps, sans vouloir être pessimiste, pour développer votre réseau, vous avez besoin de matières premières, de cuivre. Voilà, et qu'à un moment donné... De cuivre et d'aluminium. Aujourd'hui, on utilise pas mal d'aluminium en substitution du cuivre. Pour les raisons que vous avez pas encore partir sur un autre prononcées, débat, voilà. À ma connaissance, la Terre est aux dimensions finies. Et tout ce qu'on a sur Terre, c'est du stockage. Voilà. Et ce qui n'est pas stocké, c'est ce qui peut se développer grâce au soleil. Enfin, voilà. Mais c'est un autre débat. Je voudrais simplement vous demander, avant de nous quitter, l'Académie des technologies, elle vient de sortir un avis, publier un avis très critique sur la politique européenne, disant qu'on ne pourra pas atteindre les 2 objectifs qui sont fixés. Est-ce qu'on peut avoir votre point de vue ? Difficile de critiquer. Un régulateur a beaucoup de difficultés à critiquer un gouvernement, puisque, comme je le disais, bien évidemment, par séparation, de même que j'aurais beaucoup de mal avec un gouvernement qui critique un régulateur. Néanmoins, peut-être, et au cas de l'hydrogène, une question... alors, déjà, le travail de la Commission n'est pas évident, parce qu'il y a quand même à peu près 7 règlements et directives qui sont impactés par l'hydrogène, y compris la directive sur la taxation des produits énergétiques, qu'il ne faut pas oublier, puisque c'est quand même une directive non neutre en termes d'efficacité carbone des différents vecteurs. En revanche, un élément qui, pour nous, est toujours très interrogatif, c'est cette confusion vers décarboner. Alors qui renvoie au cas français plutôt sur la question du nucléaire, bien évidemment, mais quelque part, on mélange effectivement le développement des énergies décarbonées passera naturellement par le développement des énergies renouvelables. On a un besoin tellement immense qu'on n'arrivera pas à tout faire. Et donc, il n'y a pas de choix à faire entre le nucléaire versus le renouvelable. En revanche, faire un choix technologique immédiat sur un certain nombre de dispositifs, qu'ils soient de nature réglementaire ou de dispositifs de soutien par rapport à l'hydrogène, qui embarque finalement un choix sous-jacent sur le mode de décarbonation, est très étonnant. Et pour le coup, en tant que régulateur, et je crois que ça rejoint assez fortement un certain nombre de positions du gouvernement français, c'est de dire, laissez là-dessus, fixer un objectif de décarbonation,
mais laisser les différents États avoir le choix des moyens qu'ils entendent mettre au service de cette décarbonation. Et au cas de l'hydrogène, le débat est vraiment extrêmement cristallisé. En RED 2, je ne sais pas si vous avez vu le mélodrame de la semaine dernière, le débat se cristallise énormément dessus. Si je devais avoir un constat d'étonnement plus qu'une critique sur la politique européenne, c'est finalement d'avoir dans son raisonnement une bifurcation immédiate, décarbonation égale renouvelable. Et au cas de l'hydrogène, elle est patente. Pas de... Bien, écoutez, messieurs, je vous remercie de nous avoir consacré de votre temps, de vos explications, de vos éclairages. Et puis, j'ai bien compris que pour avoir la lumière chez moi, il faut la complémentarité d'une chaîne d'entreprise. Et que dans une chaîne, la force de la chaîne, c'est le maillon le plus faible. Donc, je souhaite que les uns et les autres, vous vous renforciez. Merci beaucoup.